If I was going to look up one problem cop as a prime example of what's gone wrong here in Baltimore, where would I start? I guess we want to run a little hypothetical by you. Say we're on an investigation. We found a big-time drug dealer, like a real fucking monster, right? We get wind on where he's keeping his cash. And we actually come upon that cash. It's right there in front of us, and we take it. What would you think about that? Everything changed when they came up with that expression, the war on drugs. With the war comes police militarization, a complete gutting of the Fourth Amendment. They put me in a unit made up of a bunch of the biggest crooks in the whole goddamn department. There's all this money to be made, and I'm somehow supposed to be playing by the book with these motherfuckers? Never giving up when I'm in my zone. I was gonna die when I lost my Jackpot, motherfuckers! I don't see a light when I lose control. So these cops caught lying and with their abusive behavior remained on the street. They did. If it is the feds who are on this, the case could go on for years. What case? This ain't no Pablo Escobar, it's the police. In a war, you need warriors. On the ground! Get down on the ground! You have enemies. In a war, civilians get hurt and nobody does anything. In a war, you count the bodies and then you call them victories. Aren't you angry? Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce 9e numéro d'Intersaison, le podcast de saison, la revue des séries entièrement consacrée aujourd'hui à la nouvelle série de David Simon, We Own This City. Les saisonniers et saisonnières qui seront avec nous aujourd'hui sont Antoine Faure, membre du comité de rédaction de saison et enseignant en sciences politiques à l'université de Santiago du Chili, Audrey Fournier, journaliste et critique ciné et série au Monde et qui a d'ailleurs écrit un article sur la série, Pierre Langlais, qui a aussi écrit un papier sur la série, qui est journaliste spécialisé sur les séries à Télérama, chroniqueur au Cercle Séries sur Canal+, et qui a publié tout récemment chez Armand Collin un ouvrage intitulé « Créer une série ». Et puis moi-même, Emmanuel Taillet, pour la rédaction en chef de saison. J'en profite pour faire un salut amical à Nicolas Charles, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui. Is a poster child for the basic failure to stop lawlessness. No justice, no peace. I heard your calls for no justice, no peace. Smoke this fire. These officers, they're 1930-style gangsters. Le 25 avril dernier, HBO a diffusé la dernière série produite par David Simon, We Own This City, qui est visible en France sur OCS. David Simon, ancien journaliste au Baltimore Sun, qui est devenu ensuite romancier, documentariste et puis surtout showrunner. On lui doit la série The Wire, produite par HBO entre 2002 et 2008, qui est souvent, parfois, considérée comme la meilleure série de tous les temps. Et on lui doit aussi Trémé, The Deuce et tout récemment The Plot Against America.
David Simon, c'est un peu dans le monde des séries l'incarnation de l'auteur tel qu'on pouvait le trouver dans le cinéma avec la fameuse politique des auteurs. Pour We Own This City, il retrouve son camarade Ed Burns, qui était aussi dans The Wire, ici à la production exécutive, et puis l'auteur de Polar, George Pelecanos, qui était aussi intervenu sur The Wire. Le rôle principal du policier ripou, on va dire un mot évidemment de la série, Wayne Jenkins, est tenu par John Bertal, qui a une riche carrière de second rôle, mais qui est connu notamment pour The Walking Dead et pour le personnage du Punisher dans la série Marvel disponible sur Netflix. Il avait d'ailleurs aussi un rôle dans la mini-série politique de David Simon, Show Me a Hero, et c'est le réalisateur Reynaldo Marcus Green qui prend en charge tous les épisodes. On lui doit tout récemment la méthode Williams sur les sœurs du même nom dans le tennis. Alors, dans We Own This City, dont la construction est essentiellement en flashback, on suit une enquête du FBI et une enquête du département de la justice sur la corruption d'une unité de police de Baltimore spécialisée dans la traque des armes. C'est une mini-série en 6 épisodes tirée du livre du même nom d'un journaliste du Baltimore Sun, là où travaillait d'ailleurs David Simon, qui s'appelle Justine Fenton, livre qui vient d'être traduit en français sous le titre « La ville nous appartient » chez Sonatine. Voilà pour un pitch extrêmement rapide de cette série, quand même à la fois d'action, procédurale, d'enquête. On est au cœur de la police. Qui voudrait lancer le bal, Pierre Langlais, sur voilà, c'est David Simon revient à Baltimore 20 ans plus tard, mais tout a changé, quoi. Il y a plus McNulty, c'est plus sombre, c'est plus âpre. Alors, lui dites pas ça, sinon il va s'énerver. Il veut plus qu'on lui parle de McNulty. Il en a ras-le-bol, le pauvre David Simon. Alors, en même temps, il fait pas grand-chose pour qu'on lui en parle pas, parce que c'est difficile de pas considérer We Own This City comme une forme d'écho à The Wire. Une suite, non. Un écho, c'est certain, dès son générique et sa chute d'épisode, son générique de fin qui commence sur une note de musique, un peu comme le faisait The Wire à l'époque, une sorte de soufflement qui ensuite se poursuit dans le générique. C'est évidemment… David Simon n'est jamais parti de Baltimore. Il suffit de parler avec lui. J'ai la chance de discuter avec lui de temps en temps. Il est dans mon livre et donc on avait beaucoup échangé à ce moment-là. On avait beaucoup échangé à l'époque de Trémé. Et je lui ai parlé récemment pour un autre sujet. Il est obsédé par ces questions-là. Il est presque plus redevenu un journaliste, voire un chroniqueur plutôt de la société américaine, ce qu'il a toujours été, mais qui est vraiment flagrant sur We Own This City, qui est sans doute la moins sérielle de ces séries et la plus politique. Parce qu'elle est à l'os, sans doute dû à son format de 6 épisodes, c'est quand même très très court. Donc à savoir si c'est une décision qui a été prise, à mon sens, c'est plutôt HBO qui continue à vouloir le faire travailler, parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, David Simon, avec 2 ou 3 de ses camarades, c'est le grand symbole de l'âge d'or, du dernier âge d'or en date des séries américaines. Et donc, ils ne veulent pas le lâcher, mais en même temps, je pense qu'ils lui donnent de moins en moins de sous et de moins en moins de place, parce qu'il faut quand même faire de l'audience et qu'il y a les dragons de l'autre côté qui coûtent une blinde et qu'ils ne vont pas forcément pouvoir lui donner plus d'argent que ça. Donc, il est toujours à Baltimore, il est toujours obsédé par la corruption, par l'échec du système. Et en gros, le message de base de cette série-là, c'est pire. Rien ne va. Et là où The Wire, il restait de l'espoir parce qu'il y avait de l'humain, parce qu'on avait le temps de s'attacher à ces personnages-là, parce qu'on comprenait que même si le système était pourri, il y avait des gens qui, dans toutes leurs failles, étaient des gens qui avaient de bonne volonté. Là, honnêtement, il y en a. Il y en a une. Il y a un personnage féminin qui incarne un petit peu ce que pouvaient être à l'époque certains personnages de The Wire, l'enquêtrice de la police des polices, pour dire les choses simplement. Le reste, c'est quand même essentiellement un constat terrible d'échec démocratique au sens large du terme. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un constat que cette fameuse guerre à la drogue, alors là, l'unité n'est pas une unité anti-drogue, mais ils trouvent quand même de la drogue dans des perquisitions. Cette guerre à la drogue a transformé la police en une armée voilà, qui fait ici régner la terreur quand elle est corrompue. On se demande s'il y a encore des flics à peu près honnêtes. Et en même temps, non seulement la police est corrompue, mais comme elle fait mal son travail, le crime augmente à Baltimore et le taux d'homicide, qui est rappelé d'ailleurs dans la série, je crois que c'est 340 morts par an, quelque chose comme ça, enfin, est très important. Alors, Pierre Langlais évoquait la dimension très
documentaire, à la fois une série sociale, politique, une dimension très documentaire. Peut-être un mot sur ça, Audrey Fournier? Oui, tout à fait. Alors, le format de We Own This City est un petit peu particulier parce que c'est pas vraiment, ça n'a pas grand-chose à voir avec The Wire. En même temps, c'est quand même un chapitre traditionnel, quoi. C'est comme si on avait fait un addendum 20 ans plus tard. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été raconté. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que David Simon et Pelecanos l'ont pas mal présenté. Comme s'il y avait une espèce d'angle mort et qu'il fallait s'y intéresser. Effectivement, le point de vue de la police, le point de vue de ces histoires de corruption dans la police qui existaient déjà à l'époque de The Wire, n'avaient pas été, en tout cas, traitées dans The Wire à la hauteur de ce qu'elles auraient dû être. Et We Own This City s'appuie donc sur le livre de Justin Fenton qui raconte ce qui s'est passé dans la foulée de la mort de Freddie Gray. Donc ce jeune noir qui est mort à la suite d'une interpellation policière en 2015. Après cette interpellation, les rues de Baltimore sont à feu et à sang, le taux de criminalité augmente énormément, des espèces de task force comme ça sont mises en place. Et We Own This City se passe dans une task force, s'intéresse à une task force qui s'appelle la Gun and et je ne sais plus quoi. Là, oui, c'est une force en je ne l'ai pas noté, je le connaissais par cœur il y a quelques semaines et j'ai oublié. Antoine Le Donné. Voilà. La gun Trace Task Gun Force. Trace, voilà, task force. Donc qui fait de la saisie, c'est-à-dire de la saisie d'armes et de la saisie de drogue, et qui ne fait que ça et qui marche aux chiffres. Et donc dans cette unité qui mélange des policiers blancs et des policiers noirs, hein, c'est pas qu'une histoire de racisme, tout ça, c'est vraiment l'histoire d'un divorce entre la police et la population de Baltimore. Dans cette unité va se développer une corruption qui est telle que va y avoir des arrestations, des condamnations extrêmement sévères. C'est ce qui est raconté dans la série. Donc en ça, elle se différencie beaucoup, je trouve, de The Wire, puisqu'elle prend appui sur des faits qui sont extrêmement documentés. The Wire l'était aussi, mais avec un format plus romanesque, avec une intention un petit peu plus feuilletonnante, effectivement, comme disait Pierre. Donc c'est moins une série que The Wire, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup moins de place pour les personnages, pour les ambiances, pour les moments de creux, pour ces petits moments passés sur le trottoir et qui faisaient un peu tout le sel des premières saisons de The Wire. Beaucoup moins de temps pour s'imprégner des ambiances qui sont filmées. Et du coup, on a l'impression d'un objet comme ça qui n'est pas documentaire, mais en tout cas qui est très documenté, qui passe beaucoup, beaucoup de temps à expliquer les choses, à superposer les petits cubes les uns au-dessus des autres pour que cette histoire qui est assez complexe soit compréhensible de tout le monde. Et on a l'impression d'avoir sous les yeux un objet qui a peut-être un tout petit peu moins d'ampleur, en tout cas que The Wire en avait, tout en ayant beaucoup, beaucoup de parenté avec, néanmoins. Antoine Faure, The Wire, c'était un chapitrage très très long, effectivement, de 5 saisons qui à chaque fois explorait un secteur particulier de la ville de Baltimore, mais en interdépendance avec d'autres. Là, on est sur une série plus ramassée, sur un format qui est très différent, presque pas sériel, où au contraire, il fallait cristalliser des choses fortes dans très peu d'épisodes. Oui, tout à fait. Pour aller dans le sens de Pierre et d'Audrey, en fait, pour moi, We Own the City, c'est un peu la mort de The Wire, finalement, parce que c'est une façon complètement opposée de poser les choses, et même si ça peut aller dans le même sens, c'est une façon de s'en détacher, c'est une façon justement, Pierre le disait, il n'y a plus d'alternative, entre guillemets, il n'y a plus d'autres possibilités, il n'y a plus de lueur d'espoir. Et on est bien d'accord qu'il y a très certainement des raisons économiques et financières en dessous du format, mais je trouve que pour le coup, Simon et Pelecanos et toute leur équipe font un bon usage du format, même s'il a été très critiqué, même si on peut dire qu'effectivement ça peut foutraque, que des moments c'est compliqué de suivre parce qu'il y a beaucoup d'allées et de venues dans le temps notamment. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé dans cette mini-série, c'est précisément comment les temporalités étaient construites, comment le format finalement mini-sériel sert le discours de la série et son message. Et là, on retrouve une des clés de Simon. Rappelons-nous par exemple quand il fait Trémé, le montage est quand même très jazz, on va dire, et c'est la Nouvelle-Orléans qui est montrée. Ici, on a un montage qui est beaucoup plus structuré, qui est beaucoup plus contrôlé, qui vise à faire quasiment de la didactique sur certains aspects de l'histoire, on va dire, du monde, avec notamment la question et cet événement Freddie Gray, malheureusement, mais aussi toute cette histoire qui avance petit à petit, qui reconstruit les raisons comme si c'était des archives, en fait, comme si c'était des registres, des registres criminels, des registres. Voilà, ça moi, ça m'a fasciné. On pourra en parler longuement, mais même si je suis absolument d'accord que
tout ne fonctionne pas dans cette mise en scène et dans ce montage. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de créativité là-dedans et que ça sert le message, tout simplement. Alors autant The Wire s'intéressait à énormément de secteurs de la société de Baltimore ou de la ville de Baltimore, là on est, Pierre Langlais, on est focalisé sur une histoire spécifique, une histoire propre à la police et une histoire vraie. Oui, et est-ce que David Simon est un des rares auteurs, créateurs de séries américains qui revendique quelque chose de très casse-gueule à mon sens, qui est de parler d'un sujet. C'est-à-dire qu'il assume de dire non, mais moi, les personnages, ils viennent après. J'ai envie de parler d'un truc et ensuite, je parlerai de mes personnages. Là, pour le coup, ça se voit franchement, mais encore une fois, je pense qu'il faut l'accepter, que c'est la limite de cette série-là, mais qu'il faut l'accepter pour la démonstration qu'il fait. Et je crois que le mot, c'est vraiment démonstration. Et en fait, ce qui est dit là est particulièrement intéressant parce que ce n'est pas seulement une évolution de la gravité de la corruption depuis The Wire, c'est aussi une évolution presque paradoxale et du fait que le système, le serpent se mange la queue, que finalement, l'enchaînement qui justifie, entre guillemets, ce qui a pu se passer avec cette Gun Trace Task Force, c'est que suite à la mort de Freddie Gray, tous les passants, tous les gens de Baltimore se sont mis à filmer, et il y a une scène d'ailleurs assez révélatrice, avec leur téléphone portable, la moindre arrestation. Du coup, tous les bons flics qui se permettaient quand même d'avoir une certaine force dans l'intervention, parce qu'il fallait, on luttait contre des dealers, etc., des trafiquants d'armes, des gangsters, etc., n'osent plus faire des arrestations musclées. Du coup, les chiffres chutent. Du coup, qui sont les derniers qui tiennent les chiffres, qui permettent à la police de ne pas avoir réduction de coûts, etc. C'est les pourris. C'est ceux qui, eux, en ont rien à foutre et qui s'en mettent plein les poches, parce qu'il faut quand même dire que cette série montre des types qui sont présentés comme des mafieux ou des cow-boys au choix, qui, en même temps qu'ils arrêtent les gens, leur font littéralement les poches. Et donc, ce que dit la série, c'est que le côté positif qui était la réaction aux violences policières a eu une conséquence négative. Donc, il y a un truc assez terrible qui est raconté là, qui est que finalement, la lutte contre la corruption, quelque part, de tout le peuple de Baltimore et américain en général, a entraîné la police a été presque contrainte de jeter dans la rue ses pires éléments parce que c'était les plus efficaces, entre guillemets. Et donc, il y a cette question mais qui a toujours été là chez David Simon, mais qui, je pense, là, est du coup justifié, entre guillemets, le format très resserré, c'est que finalement, la discussion n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus que les cow-boys, il n'y a plus que l'action, il n'y a plus que les chiffres. Tout ça, c'est déshumanisé. Et finalement, le seul flic un peu humanisé, on ne spoilera pas le truc, mais a un destin tragique. Oui, et un personnage assez attachant qui avait vu plein de choses qu'il n'aurait pas dû voir et ça lui pèse. Antoine Faure, on est en présence d'une série, alors effectivement très, très paradoxale au sens où on va mettre les pires éléments dans la rue parce qu'ils font du chiffre et eux-mêmes ont l'impression qu'ils sont très très bons. Et donc la série commence par une espèce de briefing voilà, d'un flic très expérimenté qui est l'anti-héros qu'on va suivre, qui est Wayne Jenkins. On peut dire un mot de cette scène et de ce personnage quand même haut en couleur, hein, à la fois voilà, enfin quelque part entre Training Day et Back North, quoi. Wayne Jenkins, il aurait pu jouer dans les deux films. Oui, possiblement, effectivement. Bon, déjà, souligner la performance magistrale de l'acteur qui, franchement, moi, m'a capté. Enfin, et d'ailleurs, ça pose un problème aussi parce que les personnages secondaires sont beaucoup moins intéressants. Enfin, on est vraiment attiré par cet acteur. Mais au-delà de ça, cette scène, elle m'intéressait beaucoup. Elle m'intéressait beaucoup en fait parce qu'elle illustre très bien ce que disaient Pierre et Audrey avant. Bon, on part avec ce discours donc de Jenkins qui en plus dit très clairement aux gens qu'il est en train de recruter en fait qu'il faut pas abuser de la force, etc. Alors qu'on voit très bien que ça va par là. Et en contre-plan, derrière, on a des images de ce même Jenkins qui commence à parcourir les rues petit à petit et qui assiste à à une arrestation tout court. Et là, il y a un truc qui pour moi est génial, c'est le mouvement de la matraque
il lui fait faire des tours à sa matraque en se baladant, le pas est posé. Donc on sent qu'il y a de la tension, on sent qu'il y a une possible issue qui va être violente. On sent que il y a une inquiétude, il y a un mouvement circulaire qui est nerveux dans cette matraque. Mais en fait, ce que je trouve assez génial là-dedans, c'est que c'est cyclique et que là, dès cette première scène, en fait, on sait qu'il n'y a pas d'issue. On sait comment ça va finir finalement. Alors bien évidemment, c'est David Simon, on sait tous qu'il est très informé, qu'il travaille quasiment comme un ethnographe à partir de son registre plus sériel et visuel. Mais je pense que voilà, il incarne très très bien son propos dans cette scène-là, avec cette matraque qui représente la violence, qui représente le cycle et finalement cette absence d'issue. John Berntal, l'acteur, il est, on va dire, quasiment de tous les plans, dans une construction narrative dont on dira un mot. Alors, il fait le cow-boy, il en fait trop, Audrey Fournier? Oui, j'ai envie de dire, c'est pas très grave non plus. Effectivement, je trouve que cette scène d'ouverture est absolument magistrale. Pour la compléter, j'ajouterais que pendant le discours que ce personnage prononce devant des cadets, en fait, des jeunes recrues qui vont bientôt aller dans la rue faire le même travail que lui, pendant qu'il prononce ce discours, on le voit, et en alternance, on voit des images d'arrestation, et il y a ces plans magnifiques sur les visages des Noirs arrêtés, assis sur le trottoir. Voilà, des regards face caméra que je trouve extrêmement puissants, et moi qui me replonge vraiment dans The Wire. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pierre, parce que je trouvais qu'au contraire, les personnages, l'art du personnage, c'est quand même une des grandes forces de David Simon et de ses coproducteurs et co-scénaristes. Même en étant extrêmement minutieux sur les histoires et sur les faits, il arrive à faire exister des personnages, quel que soit leur dialogue, leur quantité de dialogue ou quelle que soit leur quantité d'apparition à l'écran. Et ce que j'ai trouvé absolument incroyable dans les 2 premiers épisodes de We Own This City, qui pour moi sont les meilleurs. Après, c'est un tout petit peu décevant. Mais en tout cas, les 2 premiers placent la barre très haut, justement en convoquant toute une galerie de personnages dont beaucoup n'iront pas jusqu'au bout. D'ailleurs, dans le premier épisode, il y a 2 jeunes flics d'un commissariat de banlieue, d'après ce que j'ai compris, qui démarrent une enquête, qui commence à tirer 2-3 fils et qui commence à les connecter. Et finalement, on ne les reverra pas. Voilà, ils sont simplement des maillons de la chaîne. Ils sont des petits bouts de The Wire. Et The Wire fonctionnait énormément comme ça, c'est-à-dire en nous montrant des petits morceaux d'histoire, en assemblant des maillons, et en montrant que chaque étape, chaque processus était important et méritait d'être raconté, filmé, mis en scène. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans We Own This City. Je trouve que le personnage de Wayne Jenkins est un tout petit peu trop grimaçant. À mes yeux, c'est le cas aussi pour l'autre ripou de l'histoire qui est joué par Josh Charles, qui est un acteur de série que j'aime énormément, qui est dans The Good Wife et dont on se souvient du Cercle des poètes disparus, ça fait longtemps, avec une espèce de côté méchant, sans beaucoup d'ambiguïté, très énergique, très dynamique, mais qui pour moi, a des sabots un tout petit peu trop gros pour le travail de David Simon. C'est ce que je reprocherais. À part ça, encore une fois, pour moi, les personnages les plus intéressants, souvent chez Simon, ce sont les personnages secondaires. Et il y en a aussi pas mal, ça gravite, il y a tout un petit univers. Pierre Langlais, sur les acteurs et leurs personnages? En fait, moi, de toute façon, je n'ai jamais été un grand fan de John Berntal, pour être honnête. Il a un côté alors après, c'est sans doute pour ça que David Simon l'a choisi pour ce rôle, mais il a un côté sur-male alpha américain qui mâche son chewing-gum. Il y a quelque chose du cow-boy, évidemment, là-dedans, et ce n'est pas complètement, à mon avis, innocent qu'il ait joué Punisher avant, parce que là, il joue, pareil, une sorte de faux justicier. Mais je trouve qu'il y a un problème dans l'excès d'interprétation, même si peut-être que le vrai était un peu comme ça, et était un type complètement enfin pas excentrique, mais une énorme grande gueule qui se prend pour le roi du monde. C'est particulièrement, c'est plus intéressant à la fin quand il est face à son sort et qu'on sent qu'il commence à réaliser que ça va mal se finir pour lui. Là, sa fierté est un petit peu plus intéressante. Maintenant, j'ai aussi un problème avec les choix capillaires. C'est-à-dire que pour faciliter la compréhension des flashbacks, parce que ça va et ça vient dans le temps, ils portent des postiches de barbe qui ne sont pas complètement convaincants, je trouve, et qui fait que des fois, on se demande si ça ne fait pas un peu costume. Voilà, c'est un peu ridicule. Maintenant, je corrige juste une chose que tu as dit, Audrey, par rapport à ce que je disais avant. David Simon est un remarquable auteur de personnages. Simplement, c'est jamais par là qu'il commence.
Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que ce qui fait la différence entre We Own This City et la plupart de ces séries, surtout Tremé et The Wire, c'est qu'il n'a pas le temps et l'espace de donner plus de chair que ça à ses personnages, là où Tremé, dans son côté chronique, même ses personnages secondaires devenaient hyper riches. Là, ils n'ont pas le temps, en fait. Donc, on croise plein de personnages qui auraient pu devenir des choses beaucoup plus intéressantes et qui sont que effleurés, dont l'intimité n'existe quasiment pas, voire pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas une série où on passe du temps chez les gens dans leur intimité, presque pas. Mais encore une fois, c'est sans doute à la base une contrainte, mais au bout d'un pur point de vue du plaisir du spectateur, moi, ça me pose problème. C'est-à-dire que ça m'enlève quelque chose de la connexion émotionnelle avec les œuvres de David Simon. D'un point de vue de la pure analyse froide de ce que peut être cette série, on peut dire oui, mais c'est peut-être pour le mieux, puisque finalement, ça nous met face à la brutalité du truc et à la déshumanisation qui a peut-être été un des sujets que David Simon a voulu traiter là. Mais ce n'est pas aussi efficace que par le passé quand il avait le temps de développer plus ses personnages. Oui, si on déshumanise trop, on va finir par vider ou évider un peu les personnages dans leur complexité, Antoine Faure. Enfin, là-dessus, moi je me pose la question, quel était l'objectif de Simon en fait au départ et de Pelecanos? Je suis pas complètement sûr que ses objectifs ce soit de faire The Wire de nouveau, ou Tremé ou quoi que ce soit, et peut-être que pour le coup ça marche plutôt bien précisément face à ses objectifs. Et moi je trouve qu'il y a quand même un truc justement qui nuance la critique sur le jeu de Ventral, c'est ça, c'est le fait que en fait il nous montre aussi une économie morale au sens de Thompson, de l'historien anglais Thompson, enfin l'économie morale de la domination, les rires qui sont gras, cette façon de se moquer des bandits, on va dire, cette façon de mâcher des chewing-gums, comme tu le disais, Pierre, il y a quelques minutes, le rapport à la nuit, les rapports aussi de genre homme-femme, le fait, enfin, dans le premier épisode, je crois que Jenkins, il s'auto-appelle Superman, ou dans le second, je me rappelle plus, il s'appelle Superman lui-même, quoi. Donc, je trouve qu'il y a une forme d'économie morale qui essaye de nous montrer, qui est forcément beaucoup moins fine que ce qu'on a vu dans The Wire. Mais en fait, moi, je pense que je serais beaucoup plus frustré si je voyais une seconde fois The Wire, parce que franchement, si c'est le cas, je vais louer les DVD ou je le vois autre part, quoi. Donc voilà, je sais que je caricaturise, j'exagère pour faire mon point, mais moi j'ai envie de la défendre en fait cette série. Enfin, vraiment le jeu dans les temps me paraît assez fascinant parce qu'en fait il pose un début, il pose une fin dans le premier épisode et après il reconstruit tout le parcours petit à petit et on passe d'ailleurs d'épisode en épisode de 2003 à 2004, de 2004 à 2005, de 2005 à 2007, de 2007 à 2010. Dans le cinquième on arrive à 2013 je crois. Et finalement, on arrive petit à petit jusqu'à 2015, qui est la rupture. Alors, il y a Freddie Gray, mais il n'y a pas que Freddie Gray. Il y a aussi comment dire, le fait d'avoir l'attention qui est attirée par ce personnage, par ce personnage, par Jenkins. Et finalement, 2017, où de l'enquête et tout ce qui sort, quoi. Donc voilà, je trouve que là, il y a quand même un truc qui est vraiment intéressant. Et la fiction reprend ses droits. Et la fiction, en fait, apporte quelque chose précisément du fait de ce jeu temporel et de son montage, quoi. Alors, on a effectivement, on peut dire un mot de la narration, hein, vous l'avez dit Antoine, mais c'est une narration par bande, enfin ça bouge dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est une narration par flashback, par petits morceaux, on navigue dans le temps. Alors, on peut effectivement se repérer avec les postiches et les coupes de Berntal parce que ce n'est pas toujours évident à suivre, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive quand même à restituer un processus en faisant des sauts dans le temps qui sont très différents et qui ne sont pas toujours dans la même époque. Antoine, peut-être un mot là-dessus? Ce qui n'est pas évident, en fait, c'est que il y a plusieurs dispositifs. Il y en a un, c'est le dispositif des registres en fait informatiques, du data, on pourrait dire, de la police de Baltimore. Donc là, on voit très clairement des dates. Et c'est là où je m'appuyais, c'est sur ces éléments-là que je m'appuyais quand je disais que dans l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5, on va en avançant dans le temps, puisqu'on voit à chaque fois des dérives de la part de cette unité et de Jenkins lui-même. Par contre, en fait, au sein des épisodes, il y a des sauts dans le temps entre 2017, 2015 et ces dates-là qui sont plus difficiles à identifier, alors qui passent effectivement par des jeux d'ambientation, mais très indirects, parce que on peut pas jouer dans cette série-là comme traditionnellement le fait cinéma ou le font des séries avec, par exemple, du noir et blanc. C'est beaucoup plus compliqué. On est dans le temps des années 2010, ça se justifie pas. On peut pas maquiller la réalité comme dans The Plot Against America de façon aussi claire et nette. Donc,
il y a des moments où en fait on est un peu perdu. Et si j'ai dit il y a quelques minutes, je veux défendre cet acte créatif, ben voilà, il y a quand même des limites. Et j'admets qu'il y a un moment donné, moi-même, j'étais perdu. Et franchement, ce que je suis en train de vous raconter, c'est parce que je l'ai revu une deuxième fois la série, tout simplement. J'ai pu un peu travailler à essayer de l'analyser en tout cas, mais au premier visionnage, j'étais beaucoup plus perdu. Donc voilà, à mon avis, il manque quand même un marqueur clair pour arriver à nous donner des éléments beaucoup plus évidents, beaucoup plus explicites sur quand est-ce qu'on se trouve et comment tout cela alimente cette enquête en fait qui est faite sur cette unité. Mais il reste que on est face à une fiction, que pour moi en fait le but n'est pas enfin voilà, le réalisme est un contrat bien évidemment de lecture. Et là, quand on sort de ce contrat de lecture, quand on perd du réalisme, je trouve que c'est là où Simon est le meilleur en fait, et c'était le cas dans The Wire aussi, par exemple avec Amsterdam. C'est là où il commence à nous proposer des lignes de fuite, des explications, des perspectives, et c'est là où on me fascine personnellement, pardon. Audrey Fournier, sur le contraste narratif, on va dire comme ça, entre The Wire et la construction un peu agitée de We Own This City. Oui, alors je ne vais pas du tout accuser Antoine de ne pas avoir fait assez attention, mais bizarrement, je n'ai pas trouvé la série si déroutante que ça, justement parce déjà parce qu'elle utilise cette espèce d'artifice qui consiste à mettre à l'écran des rapports de police pour nous indiquer quelle année on est, qu'on est en train de faire et ce qu'on s'apprête à voir, qui est un procédé un petit peu scolaire, mais qui aide. Et surtout parce que c'est une histoire connue, comme ça s'inspire d'une histoire vraie. Alors, on n'est pas tous obligés d'avoir lu des articles sur le sujet ou de s'être renseigné sur le sujet avant, mais la mort de Freddie Gray, on a quand même ça en tête. C'est une histoire dont on connaît le dénouement. Donc, quelque part, quand on commence… En plus, les gens qui vont regarder We Own This City sont quand même souvent des gens qui connaissent le travail de David Simon, qui ont vu The Wire, qui ne vont pas aller… On va rarement sur We Own This City par hasard. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Donc on a une idée précise de ce qui nous attend. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est comment elle raconte le cheminement sur plusieurs années et surtout comment elle raconte le système qui a permis à ces errements de survenir. Là où je la trouve un petit peu moins accrocheuse que The Wire, c'est que justement, The Wire, dans cette ampleur, et pourtant, il n'y avait pas tant d'épisodes que ça. Hein. C'est quoi, c'est 13 épisodes dans chaque saison. Donc finalement, c'est pas tant que ça pour l'époque. Mais avec tous ces personnages, des histoires qui étaient souvent beaucoup plus complexes. Enfin, moi, je serais incapable de raconter une saison de The Wire du début à la fin. J'ai complètement oublié. Je sais juste de quoi ça parle, dans quel milieu ça se passe, qui sont à peu près les personnages principaux. Mais par exemple, il y a des acteurs de The Wire qui rejouent 20 ans après dans We Own This City. Je suis absolument infichue de savoir lesquels. J'ai totalement oublié. Mais The Wire, moi j'ai vu plusieurs épisodes dernièrement, on peut y entrer par plein de portes. On peut y entrer par McNulty, on peut y entrer parce que le fonctionnement de la presse nous intéresse, parce que le fonctionnement de l'éducation nous intéresse. Ce sont les objets des dernières saisons. Parce qu'on aime bien les cop shows, tout simplement, et on a envie de voir des flics se battre avec des dealers de drogue, en tout cas combattre des dealers de drogue. Ou juste parce que les quartiers chauds de Baltimore et comment l'urbanisme crée un écosystème favorable à la drogue, peut-être que ça nous intéresse, et hop, on va regarder la première saison de Wire. Il y a plein de façons de nous attirer. Sur We Own This City, à part le fait que c'est du David Simon et qu'on sait que ça va être hyper qualitatif, et que ça nous parle d'une société qui va mal, je ne vois pas vraiment comment cette série pourrait être grand public, en fait. Peut-être que c'est du HBO, donc il y a effectivement des impératifs un peu différents d'audience et de présence. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire un intersaison aussi sur cette série pour pas qu'elle passe complètement à l'as. Pierre, sur la narration et la mise en scène alors de Reynaldo Marcus Green, il y a un réalisateur quand même, un vrai, si j'ose dire, aux commandes. Alors, deux choses. D'abord, en fait, je crois que presque tout dans cette série dit l'urgence. The Wire, c'était une enquête. Là, c'est un rapport. Il y a une enquête, mais en fait, le constat est immédiat, comme on le disait, et le but, c'est qu'on se le prenne pleine gueule. On en reviendra toujours à ce débat qu'on peut avoir éternellement. C'est est-ce que vaut mieux une baffe ou un tapotement sur l'épaule pendant X années. Ma théorie veut que la force des séries, c'est justement le tapotement sur l'épaule, plutôt. Enfin, c'est ma vision. Mais bon, ceci étant dit, il y a une autre particularité à We Own This City, c'est qu'il y a un seul réal. Et donc, il y a une direction artistique qui est claire et qui, là aussi, est surprenante pour du David Simon.
Pour moi, c'est vraiment David Simon 2.0, cette série. Je pense que si on doit faire une étude du travail de David Simon, ces 2 dernières séries sont à la marge. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est l'adaptation d'un roman de fiction, alors qui est très politique, certes, mais qui est une dystopie ou une uchronie, du coup, qui n'est pas normalement dans son champ de compétences. Et sa dernière, là, en l'occurrence, est complètement dans son champ de compétences, mais est mise en scène de façon pas du tout Simonesque, puisque, en gros, le défi, j'ai interviewé Reynaldo Marcus Green sur le sujet, lui dit, mon truc, c'était que c'est très, 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 très factuel, et que du coup, j'ai voulu mettre du mouvement partout. Et du coup, même les scènes d'interrogatoire, c'est caméra en haut, caméra en bas, caméra gros plan, puis boum, boum, ça va dans tous les sens. Et donc, en fait, il y a une impression de tabassage qui est normalement propre aux séries modernes, qui ne supportent pas le silence, les blancs, etc. Ce qui est normalement aussi un des charmes du travail de David Simon, c'est ces longs temps, quoi. C'est-à-dire ces moments où on contemple la catastrophe. Avec Trémé, c'est particulièrement clair, où on la contemple et où donc il y a une forme de mélancolie qui se dégage, quelque chose d'émouvant. Là, il y a du temps pour rien. Tout va à fond la caisse. Donc, encore une fois, ça a du sens si on parle d'urgence, mais ça peut être problématique d'un point de vue de l'impact émotionnel de cette histoire-là. Oui, donc le David Simon de The Wire qui travaille sur des chroniques a peut-être plus de mal à rencontrer le David Simon actuel confronté à des séries beaucoup plus vives. Alors effectivement, je ne sais pas qui voudrait prendre la parole là-dessus, mais c'est vrai qu'on a l'habitude d'un David Simon qui vraiment propose une chronique ou des chroniques très très longues. Là, on a l'impression, voilà, effectivement, d'être dans un matraquage ou on appelait ça aussi un film à thèse en France, enfin les films des années 70, d'Yves Boisset, etc. C'est-à-dire qu'il y a l'envie de dénoncer quelque chose qui est un scandale démocratique, qui sont les violences policières, et on y va un peu fort, et on a l'impression que la question de la réalisation, elle n'avait pas été spécialement évoquée en amont. Moi, je crois que c'est en lisant l'article de Pierre, effectivement, où Green dit je me suis dit que j'allais injecter plein de mouvements et que j'allais injecter des flashbacks, etc. parce que sinon c'était un peu un rapport. Et puis tant que Pelecanos et David Simon ne disaient rien, j'y suis allé et finalement ils ont rien dit. Donc on perd un peu cette dimension chronique dans We Own This City, Pierre ou Audrey. Silence dans la place. Pierre. En fait, on ne la perd pas complètement parce qu'elle est juste resserrée. C'est presque du David Simon vu par les gens qui, sur Netflix, regardent à accéléré 2. C'est-à-dire que tout va beaucoup plus vite. En fait, l'avantage du connaisseur de David Simon par rapport au spectateur lambda, et là je suis d'accord avec Audrey, le spectateur lambda, je pense qu'il peut pas comprendre ce qui lui arrive en gros. Le téléspectateur David Simon, il a toutes les clés pour comprendre ce que David Simon est en train de nous raconter, puisque c'est l'obsession de David Simon résumée. Pour moi, c'est peut-être pas la meilleure série de David Simon, c'est peut-être la moins bonne, ça se discute, mais c'est certainement une série de David Simon au sens où tout y est, quoi. Donc en fait, le connaisseur de David Simon peut faire quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il peut imaginer ce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire qu'il peut étirer cette histoire-là et presque inventer dans son imagination le non-dit. Et c'est là que c'est troublant quand il y a des acteurs de The Wire qui apparaissent. Évidemment, c'est là que ma mémoire me fait défaut et que j'arrive même pas à me souvenir du nom de l'acteur que j'ai interviewé moi-même pour faire un portrait, qui donc joue Sean Sutter, qui est le Jamie Hector, merci les amis, qui jouait Marlowe Stanfield. Donc lui, il passe donc du pire truand de l'histoire de The Wire au bon, entre guillemets, bon flic de cette histoire-là. Donc il y a quelque chose qui est très troublant dans ces inversions de position. Et donc, en fait, celui qui connaît l'univers de The Wire et de David Simon peut presque donner de l'ampleur entre les lignes. Mais c'est vrai que sinon, le sens de la chronique, c'est-à-dire ce côté du presque jazz, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, de Trémé, qui fait qu'on a l'impression que rien n'a de fin
que tout se continue, que ces personnages-là, ils continuent à se promener, qu'on les laisse, là, on les abandonne. Même The Wire, un petit côté comme ça. Finalement, à la fin, il n'y a pas de chute claire à cette histoire-là. Là, pour le coup, il y a une fin. Il y a même un truc que Simon ne fait pas d'habitude, c'est ces cartons noirs qui résument, voilà, lui, il a pris tant d'années de tôle, lui, il a pris tant d'années, machin a eu de corruption. Voilà, tout est clair, bouclé, plié, rangé. Ce qui n'est pas la coutume de David Simon. Audrey Fournier, le rapport, j'allais dire médical, le rapport policier, l'autopsie de la corruption policière l'emporte sur une chronique qui peut aussi avoir ses moments de tendresse ou qui peut avoir ses moments d'étirement. Je ferai pas cette analyse. Je suis totalement d'accord avec ce que Pierre a dit, mais j'en tirerai pas forcément les mêmes conclusions. Pour moi, il y a quelque chose presque de sentimental. C'est-à-dire que, comme disait Pierre, David Simon, c'est quelqu'un qui a jamais vraiment quitté Baltimore, qui a habité longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, il y habitait une partie de l'année. Et il y a une façon aussi de dire je ne vous lâcherai pas et je reviendrai. Dans cette série, et c'est ce qui en fait pour moi une série très attachante, même si elle est très imparfaite. Et cette façon de vouloir mettre, pas forcément un point final, même si la forme de la série pourrait le laisser penser, hein, avec cette fin très abrupte, mais en tout cas de dire il manquait quelque chose, et tant qu'on aura des histoires à raconter sur cette ville, des choses à montrer, on le fera. Il y a aussi quelque chose de plus pessimiste, mais David Simon n'est pas forcément un très grand optimiste, c'est ce constat non seulement que rien n'a changé, mais que beaucoup de choses sont même pires. En tout cas, quand Freddie Gray est mort, la criminalité s'est élevée à des niveaux qui n'étaient même pas ceux des années du début de The Wire. Donc, c'est pas forcément, c'est pas simplement que ça n'a pas bougé, c'est que la situation s'est empirée. Il y a une façon sentimentale aussi peut-être de montrer pas simplement l'échec des politiques, en tout cas des politiques de sécurité à Baltimore, mais aussi peut-être de montrer tout simplement l'échec de la fiction. C'est-à-dire que quand on écoute David Simon ou Pelecanos ou Ed Burns, ils vont dire que déjà ils ont donné du travail aux habitants de Baltimore avec le tournage de The Wire, qu'ils ont suscité des vocations aussi dans le public de The Wire, des gens qui sont devenus journalistes, qui sont devenus enseignants, qui sont entrés dans la police parce que après avoir vu cette série-là, ils se sont dit moi, à mon échelle, je peux peut-être faire quelque chose. Ce sont des problématiques sur lesquelles j'ai envie de travailler et je veux que ma vie contribue à améliorer ce qui ne va pas. Et là, c'est comme si We Own This City venait nous dire The Wire n'a pas réussi à changer ça, n'a pas réussi à améliorer la situation comme on aurait pu le penser à un moment, n'a pas eu l'impact qu'on pensait qu'elle aurait. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Antoine Faure, sur peut-être l'échec de la fiction, ou en tout cas We Own This City qui écrit sur les ruines de The Wire ou sur l'impression quand même que David Simon il a mal à sa ville et il a mal à son pays, quoi. The Plot Against America, ça parlait de Trump. Là, c'est Freddie Gray, mais on pense aussi à George Floyd, hein, et le I Can Breathe qui était aussi prononcé. Il y a ce constat d'échec de la fiction, ou peut-être que tout n'est pas perdu, même si Simon a l'air d'être un pessimiste radical. Ouais, bien sûr. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que pendant les émeutes qui ont suivi la mort de Freddie Gray, il y a des acteurs de The Wire qui ont pris la parole publiquement, notamment l'acteur qui faisait Bubbles, qui a beaucoup tweeté en appelant justement à manifester, mais de façon pacifiste, etc. Donc là, il y a une espèce d'hybridation entre fiction et réalité, mais effectivement, comme le disait Audrey, en fait, la fiction a perdu finalement face à la réalité, et le fort naturalisme de We Own the City. Il faut aussi le rattacher, à mon avis, au fait que, je ne sais pas si c'est la première fois, je ne voudrais pas affirmer une ânerie, mais Simon travaille avec quelque chose qui est non seulement réel, mais avec le nom du sergent qui a existé et qui a mené cette task force. Jenkins, il a existé, et Simon ne passe pas par un surnom, ne passe pas par une analogie, ne passe pas… Non, il met en scène finalement… Je ne sais pas si on peut parler de biopic, ce serait beaucoup le dire, mais voilà. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est très fort là-dedans. Et c'est très certainement pour ça aussi qu'on retrouve à la fin, comme le disait Pierre, ces espèces de lignes explicatives qui sont très surprenantes chez Simon, où on passe limite par l'écrit pour nous dire, voilà, tel personnage a vécu ou a reçu telle peine, tel autre personnage, on ne sait pas trop ce qui s'est passé par rapport à sa fin tragique. Donc là, il y a quand même une rupture qui dans l'œuvre de Simon qui se fait avec We Own the City. Pierre Langlais, sur la place de la réalité et ce que Simon a
la manière dont Simon se voit peut-être même à la fois comme showrunner et dans la société américaine. Il avait été reçu par Obama, enfin, c'est quelqu'un Alors, d'important. j'ai vu toutes les séries de Simon, j'ai bien fait attention, je vais peut-être dire une ânerie moi aussi, mais il y a quand même il ose une chose dans cette série que je crois il n'avait jamais osé par le passé, c'est qu'il nous fait une Hitchcock. Dans une des ultimes scènes, il apparaît lui-même dans un rôle de journaliste, ce qui quand même est lourd de sens. Il y a une conférence de presse et il est là, il tend son enregistreur et il prend même la parole à un moment dans le brouhaha un petit peu, et ça lui ressemble moyennement. Et je crois en fait, c'est ma théorie, et j'ai l'impression que même s'il a mis beaucoup de fiction dans ces séries d'avant, et que possiblement celle-là en a aussi, puisqu'il y a quand même une scène aussi vers la fin qui est une forme de fantasme de Jenkins, du succès de sa méthode. Il fantasme finalement que tout le monde l'applaudisse et que tout le monde le reconnaisse son génie. Il y a, je crois, le témoignage dans cette série que David Simon est sur le point de basculer. Et moi, je ne serais pas étonné, même s'il dit tout le temps que son truc, c'est la fiction. Il dit aussi que quand il sentira qu'il n'y aura plus les moyens de faire son travail et tout, il retournera écrire des bouquins. Et moi, je ne serais pas étonné que David Simon, on assiste à peut-être pas sa dernière, mais une de ses dernières séries, et que derrière, il va aller raconter tout ça de manière littéraire, en témoignant parce que moi, j'ai parlé une demi-heure avec lui il n'y a pas longtemps sur un sujet qui n'avait strictement rien à voir avec la politique. Il est en boucle. Il est en boucle sur la politique. Et donc, je pense que c'est quelqu'un il déteste qu'on dise son surnom, c'est l'homme le plus en colère de la télé américaine et tout, ça l'énerve. Mais je crois vraiment qu'il en est là. Et il y a un autre témoignage dans cette série qui, à mon sens, est lourd de sens. C'est qu'il y a un personnage qui est joué par Treat Williams, qui est un ancien qui est devenu instructeur et qui a écrit un bouquin qui est clairement David Simon. On l'entend parler, c'est David Simon. C'est le mec qui fait le bilan. C'est le mec qui dit « ça ne marche pas, ça se passe comme ça depuis X années, ça ne changera pas, etc. » Et moi, je vois Simon là-dedans. Ils n'ont pas pris un chauve, histoire que ce ne soit pas trop flagrant, mais sinon, c'est Simon. Et donc, je pense vraiment que quand on parle à David Simon, il est, comme disent les jeunes, au bout du roule. Il est fatigué, quoi. C'est un mec qui s'est battu et qui clairement est à bout, quoi. Et sa série, elle dit ça aussi. Elle dit, je pense qu'il crèvera sur scène, hein, il va pas s'arrêter, mais qu'il y a un moment où en fait, il va chercher des moyens peut-être plus politiques et plus journalistiques à nouveau, puisqu'il vient de là de dire toute sa colère, mais c'est une colère qui est saine, c'est pas une colère gratuite. C'est aussi une série qui vient clore quelque chose, c'est-à-dire que le fait que, on spoil un peu, mais enfin c'est l'histoire est connue, tous ces ripoux vont globalement aller en prison, c'est aussi un peu la justice réelle et la justice de Simon qui fait que ces types-là ont plus à rester dans la rue et qu'il y a quand même une toute petite lueur d'espoir sur le fonctionnement de la démocratie et de la police dans une société américaine qui est dans une situation très compliquée ou dans une transition très très compliquée. Écoutez, moi je vous remercie tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je signale pour les auditeurs, on fait un peu de pub, c'est les petites séquences pub là, que le troisième numéro de saison, qui est un numéro avec plein d'articles sur des sujets très différents. Donc on a BoJack Horseman, on a Ici tout commence, on a Euphoria. On a les héros sur le divan, on a Goliath, enfin on a plein de séries différentes. Ce numéro-là vient de sortir, donc vous le trouvez soit en librairie, soit vous le commandez, soit en ligne. Il y a plein de moyens d'avoir ce numéro de saison. Et puis je profite d'avoir Pierre Langlais sous la main pour lui demander quelques nouvelles. J'ai entendu parler d'un prochain livre qui va sortir. C'est pratique, on fait l'autopromo. Oui, écoutez, non, mais je me limiterai à dire une chose, c'est que j'ai fait créer une série qui est ce bouquin Charmant Colin qui parle des showrunners, mais des créateurs de séries au sens large du terme, où David Simon figurait en bonne place pour parler de Trémé. Là, en l'occurrence, puisqu'on a parlé aujourd'hui, j'ai un des acteurs de The Wire qui fait partie du tome 2 de mes aventures, qui s'appelle donc Incarner une série, qui parle du travail des comédiens. Et donc John Doman, qui joue Rawls dans The Wire, fait partie de mon panel, et donc
il n'est pas le plus bavard de la bande, mais il dit des choses intéressantes sur comment il a travaillé ou pas avec David Simon et sur finalement quelle expérience ça a pu être d'être dans The Wire, qui est cette série dont on parle encore tellement aujourd'hui. C'est vraiment une tête, c'est un bouquin qui est plein de ces acteurs-là, de ces acteurs de série, si j'ose dire, qui ne sont pas forcément des vedettes, mais qu'on a vu beaucoup et qui du coup ont une assez lourde charge émotionnelle et de rapport à la série télé, en tout cas pour ceux qui en sont de grands consommateurs ou des sériphiles, selon le mot qu'on veut employer. Donc voilà, ça sortira début octobre chez Armand Collin, mais j'aurai l'occasion de donner plus d'infos sur qui y figure et ce qui y est raconté. Mais en tout cas, merci de me permettre de faire une petite avant-promo. Ça marche. Merci beaucoup Pierre Langlais d'avoir été avec nous. Merci à Antoine Faure qui nous a rejoint pour ce numéro sur We Own This City. Merci à Audrey Fournier. Voilà, je passe le relais à Nicolas Charles pour les prochaines émissions. À bientôt.